Qu'est-ce que c'est un contrat de courtage de vente? Quels sont peut-être votre engagement ou les paramètres que vous devez respecter lorsque vous faites une promesse d'achat? Elle est courtière immobilière, de retour pour nous vulgariser le tout. Très content d'accueillir Myriam Gervais. Salut! Bonjour! Merci d'être là, Myriam. On va aborder de façon plus concrète, plus en profondeur, justement, différents aspects, autant pour vous que pour l'acheteur, le vendeur aussi, votre travail au quotidien pour les guider, les gens qui sont peut-être à l'écoute, qui se cherchent peut-être une perle rare sur le territoire lavallois. Bon, depuis juin dernier, il y a des nouvelles réglementations. Par où commencer pour peut-être l'acheteur, le vendeur? Je ne sais pas comment tu veux l'aborder. Est-ce qu'on commence par le contrat de courtage de vente, par exemple? Oui, exactement. Donc, je parlais un petit peu la dernière fois là, que Éducolois ont refait les formulaires en lien avec l'OASIC pour que la loi et les formulaires soient plus conséquents entre eux. Et aussi pour que le langage soit plus clair au public. Oui. Peut-être juste dire que l'OASIC, là, c'est l'organisme d'autoréglementation. Donc, on parle de courtage immobilier au Québec. Donc, il vient de régir les règles dans le domaine de l'immobilier, si je comprends bien. Oui, exactement. Eux, dans le fond, leur rôle, c'est de vraiment protéger les consommateurs, donc les acheteurs de maisons et les vendeurs, le public. Okay. Donc, leur but est vraiment de vulgariser notre travail au public, exactement, et de protéger. Donc, c'est de là qu'est devenu les changements qu'on a eus en juin dernier. Okay. Et quand on parle justement, si on l'aborde, le contrat de courtage de vente, qu'est-ce qu'on doit comprendre? J'imagine formulaire? Oui, au niveau paramètres? des formulaires. Donc, quand on décide de faire affaire avec un courtier, on doit signer un contrat de courtage vente. Dans celui-ci, il y a un droit de... La chose qui a changé, là, avant, le droit de dédit, on avait le droit de l'enlever. Le client avait le droit d'écrire « Je renonce à mon droit de dédit ». Qu'est-ce qu'un droit de dédit? Justement, tu as vu mon gros point d'interrogation dans oui. le front. Hein? Donc, c'est que, exemple, on signe un contrat, on a 3 jours pour revenir sur notre contrat sans frais, pénalité, sans problème. Ce qui arrivait, c'est que certains courtiers, parfois, ou certains clients renonçaient à ce droit-là par eux-mêmes. Et là, ça faisait qu'on ne pouvait pas canceller dans le 3 jours. L'OASIC, dans le fond, a dit que ça ne protégeait pas les clients et qu'on devait... Il était absolu. Donc ça, c'est un premier changement au contrat de courtage. Donc, on n'a plus besoin... Ça peut être 5 jours, 6 jours. Maintenant, on a le droit... C'est 3 jours. C'est 3... oui, 3 jours. Voilà. OK. Oui, mais c'est absolu. On ne peut pas renoncer à ce droit. OK, je comprends. Parfait. Voilà. On n'est pas obligé de s'en prévaloir, oui. mais on ne peut pas y renoncer. Exact, OK. Aussi, au niveau du certificat de localisation, on avait beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'on a mis une piscine, on n'a plus la piscine, est-ce qu'on doit faire un nouveau certificat de localisation? Mon certificat de localisation, il date de l'achat il y a 15 ans, mais il n'y a rien qui a changé. Est-ce qu'on doit en faire un nouveau? Donc, il y a vraiment des spécifications à ce niveau-là. Il faut que le certificat de localisation ait moins de 10 ans et il faut qu'il représente l'aspect physique des lieux. Un notaire pourrait accepter un certificat de plus de 10 ans, puisqu'il n'y a pas de loi là-dessus, mais c'est fort probable que la Chambre des notaires va dire on demande. Exemple, s'il y a eu des travaux il y a 12 ans, ça n'entrerait pas dans le contexte... Bien, c'est qu'on aurait quand même besoin d'un nouveau certificat. Donc, le nouveau aurait les travaux qui ont été faits il y a 12 ans dessus. OK, aussi. Donc, ça, c'est vraiment à la charge du vendeur. Parfois, les vendeurs pensent que, bon, bien, on n'a pas besoin, ça va être les acheteurs, mais c'est vraiment au niveau du vendeur. Super clair dans ce cas-là. Et là, la déclaration du vendeur, donc, sur l'immeuble par la suite, est-ce que dans le contrat de courtage aussi, on doit comprendre des spécificités précises aussi, là, de part et d'autre, soit l'acheteur et le vendeur? Avant d'aller à la déclaration du vendeur, je vais juste dire qu'au niveau du contrat de courtage de vente, très important, maintenant, les courtiers sont obligés d'informer qu'on a 2 sortes. On en a un qui est exclusif et non un qui est non exclusif. Exclusif, c'est comme avant. Donc, c'est un courtier qui vend la maison, on partage la rétribution avec l'acheteur, le courtier acheteur, tout ça, et ça reste ainsi. S'il est non exclusif, là, il faut bien expliquer qu'on pourrait mettre sa maison à vendre avec plusieurs courtiers. Il y a plusieurs procédures à suivre, donc on doit informer tout le monde. Il faut être très, très bien informé. Je n'irai pas au niveau des détails là-dedans. On en reparlera plus tard. Oui. Mais je veux vous dire que les courtiers ne sont pas obligés de l'utiliser dans leur plan d'affaires, mais ils sont obligés de mentionner qu'il existe. Et de le déclarer si jamais on y a recours. Et de l'expliquer. Oui. Donc, le vendeur pourra faire le choix. OK. Mais par contre, est-ce que dans ce moment-là, on ne peut plus donc représenter toutefois, ça je pense que c'est bien compris, on ne peut plus représenter à la fois l'acheteur et le vendeur, là, parce qu'il y a eu à un moment donné cette zone grise où c'était permis. Là, ça a été tranché, ce n'est plus permis. C'est annulé. Le courtier vendeur ne peut pas représenter l'acheteur sur l'achat de la maison qu'il vend.
il doit le divulguer à l'acheteur, même qu'il doit être au contrat. L'acheteur pourrait dire, moi, je continue avec toi. Mais comme je disais la dernière fois, le courtier devient un preneur de commande. Exact. Il ne peut pas donner de comparable. Il ne peut pas rien, à part les documents qui sont nécessaires à la vente, il ne peut pas donner aucun conseil. Parce qu'il y avait spéculation à savoir, peut-être qu'il y aurait eu parfois problème de transparence ou... disons que ça alimente les questionnements à certains égards. Alors là, il n'y en a parfois. plus d'alimentation, c'est terminé. Oui. Bonne nouvelle dans ce contexte-là pour les deux parties. Et là, si on abonde parce que le temps file, et au pire, on aura l'occasion de revenir dans une prochaine chronique, mais le contrat de courtage d'achat, qu'est-ce qu'on doit y voir derrière? Le contrat Je ne vais pas te prendre au C'était dépourvu. surtout à la promesse d'achat. Le contrat de courtage d'achat reste comme avant. Beaucoup de courtiers l'utilisaient avant. C'est encore le cas. Juste voir avec votre courtier, est-ce qu'il y a des frais, comment ils fonctionnent. Pour la rétribution, est-ce qu'il y a un supplément, pas de supplément? Ça, ils devraient tous vous expliquer ça. Mais au niveau de la promesse d'achat, on a ajouté aussi des noms pour les acheteurs. On a ajouté les acomptes, les inspections. Si on refuse l'inspection, on écrit un gros encadré qui explique les risques. Puis, si c'est marqué, il n'y a rien sur la garantie légale, c'est qu'elle fait partie intégrante du contrat. Sinon, il faut que ce soit stipulé autrement. OK, parce que certains se sont dit durant les derniers mois, durant l'explosion des ventes de maisons, qu'il y avait pression sur les clients, sur l'acheteur potentiel, en sachant qu'il y en avait plusieurs qui voulaient la même maison. Souvent, on se faisait dire, ouais, mais le courtier immobilier mettait une certaine pression pour ne pas faire nécessairement la visite, l'inspection. Et on l'entendait beaucoup dans les différents médias, encore récemment, l'enquête du Journal de Montréal. Et ça, c'est important de comprendre je veux dire, de façon nécessaire. J'imagine que toi, tu donnes à ton client, tu recommandes à ton client d'aller dans une inspection de... Tout à fait. Nous, on recommande dans tous les cas l'inspection, même si le client est ingénieur, inspecteur ou quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut nous baquer. Si l'inspecteur n'a pas vu quelque chose, bien, il peut avoir un recours, ils ont des assurances, ils peuvent nous aider là-dedans. Si on n'a pas d'inspection devant un juge, c'est la première chose diligente qu'ils vont nous demander si on a fait. Si la réponse est non, ça va être très difficile de prouver. De prouver et s'ensuit des pertes d'argent considérables. Exact. Et peut-être que parfois, ça peut être bon aussi, en sachant qu'il y a des travaux à faire, bien, tu peux avoir un meilleur prix nécessairement, j'imagine. Ça peut être pour l'acheteur. Si on décide de l'acheter connaissant l'état des choses de la maison, on décide d'aller de l'avant quand même, on peut faire réduire le prix de la maison. Donc, ça peut être profitable à certains égards pour l'acheteur aussi. Un bon courtier irait chercher des estimés pour dire, parce que c'est facile en tant qu'acheteur de voir, bien, les travaux, ça vaut 3 fois plus cher que la réalité. Donc, d'avoir des estimés, ça l'aide beaucoup dans ces situations-là. Merci de m'aider. Je me sens plus intelligent dans le domaine de l'immobilier. On se dit à très bientôt, Myriam. Merci, Alexandre.